Bien écoutez, bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue à cette journée de webinaire autour de la pomme de terre. Je vais commencer à me présenter. Cyril Anon, je suis animateur filière pomme de terre chez Arvalis et je suis ravi avec toute l'équipe d'animer cette journée. Vous allez découvrir l'ensemble des thématiques qui vont vous être présentées et on va commencer cette matinée par un webinaire autour des maladies du feuillage et de l'utilisation de l'ensemble des leviers pour lutter contre les maladies du feuillage. Et donc, je vais passer tout de suite la parole à mon collègue François Guigonis qui va démarrer ce webinaire et qui va l'animer avec moi tout au long de la matinée. François, la parole est à toi. Merci Cyril. Donc par rapport à vos intervenants, vous avez Fadi Elhaj qui est notre spécialiste variété et qualité de la pomme de terre qui est basé à Boigneville. Guillaume Beauvalet aussi va nous présenter une partie des essais, notamment les essais mildiou, donc qui s'occupe de nos essais sur la plateforme de Boigneville principalement. Vous avez Denis Gauchet, notre spécialiste maladie spécialisé sur la pomme de terre que vous devez connaître pour une partie d'entre vous, qui est aussi basé à Boigneville. Et pour la partie modération et présentation, donc Cyril que vous avez vu tout à l'heure, moi et Fadi. Donc voilà, je représente rapidement l'équipe protection de la pomme de terre. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, vous pourrez retrouver la diapositive sur le replay. Donc tous les collègues qui travaillent sur la pomme de terre avec les adresses mail, si vous avez des questions éventuellement à nous poser, même en campagne, voilà, vous avez les coordonnées. Et j'en profite pour remercier aussi l'ensemble des équipes techniques Arvalis qui nous ont permis d'obtenir les résultats et les essais qu'on va vous présenter ce matin. Donc au programme donc un programme bilan de campagne que je vais vous faire rapidement. Ensuite, on verra le résultat des essais. Donc on est sur les maladies du feuillage, mais on va principalement travailler ce matin sur la lutte contre le mildiou, donc une problématique qu'on a pu revoir bien cette année, et les préconisations pour la campagne 2022. Donc tout d'abord, un bilan de campagne, un bref bilan de campagne. Donc je vais quand même passer rapidement, mais je suis un peu obligé de vous replanter le décor. Donc c'est toujours intéressant de se replonger dans la climato qu'on a pu avoir sur cette campagne. Climato que je vais vous présenter. Donc sur la gauche, vous allez avoir l'écart à la moyenne des températures et à droite, toujours l'écart à la moyenne des précipitations. Ce qui est important, c'est d'avoir cette moyenne de 20 ans, je pense, donc 2000-2019, qui nous permet, parce qu'on a toujours un regard sur les quelques dernières années qui se sont écoulées, mais on a toujours du mal à avoir en tête les 20 dernières années. Et on va principalement voir ça par rapport à la pluviométrie, ça va pouvoir nous étonner peut-être un petit peu. Tout d'abord, donc le mois d'avril, un mois d'avril très froid, donc des conditions bien plus froides que la moyenne. Alors ça dépend des bassins de production, mais environ on est à -2, voire des fois -3 degrés par rapport à la moyenne des 20 dernières années. Et au niveau des pluies, on est sur un léger manque de précipitations par rapport à la moyenne. Donc, je vous ai remis ici ce qui est important de noter, c'est un mois d'avril avec des températures très froides, et c'est le mois d'avril le plus froid depuis 1973, donc depuis les 20 dernières années, d'après Météo France. Donc on a énormément de points de gelée, et notamment dans les bassins de production, donc ça c'est quelque chose d'important, puisqu'au final ça a forcément eu une action sur l'inoculum primaire au niveau du mildiou, avec une destruction par le froid du mycélium ou éventuellement des spores ou sporanges qui pouvaient se balader déjà à cette époque-ci. Voilà, donc par rapport au mois de mai, on a continué sur un mois de mai qui est effectivement là encore plus froid que la moyenne de ces 20 dernières années. Donc on a eu des plantations qui se sont faites dans des conditions froides et des levées qui ont été relativement retardées cette année par le froid. Et au niveau des précipitations, nous sommes dans la moyenne. Ce qui est intéressant, c'est de revenir rapidement sur le mois de juin. Donc mois de juin, au niveau des températures, au final, ça a été assez doux. On était même plus haut que la moyenne. On a eu des à-coups de température. Et ce qui est important, c'est surtout là, la pluviométrie. Au final, on s'aperçoit qu'on est dans la moyenne dans certains bassins de production, comme la région centre. Alors certes, on a eu plus de précipitations que la moyenne des 20 dernières années dans le nord et un petit peu en Bretagne. Mais globalement, on n'a pas un écart si marqué. Je pense qu'on avait tout simplement oublié un peu le fait qu'on pouvait avoir des printemps pluvieux, surtout avec les 3 dernières années de sécheresse qu'on a pu avoir.
Pareil sur le mois de juillet, là encore des températures qui sont plutôt dans la moyenne ou légèrement plus basses, et des précipitations qui sont globalement dans la moyenne dans les bassins de production, voire même un peu en deçà au niveau du nord. Donc on s'aperçoit qu'on a eu un printemps avec beaucoup d'humidité, mais c'est des choses qu'on avait peut-être oubliées, mais qui arrivent quand même certaines années. Donc tout ça a bien entendu un impact sur les maladies. Alors le rhizoctone, au final, on a eu assez peu de remontées et pourtant on était dans des conditions favorables, puisque comme je vous ai dit, on a eu une levée assez lente, des températures froides, on a quand même eu de l'humidité, mais globalement, voilà, c'est pas quelque chose qui a été très marqué, mais on en a vu en parcelle, bien entendu. L'alternariose, donc là on était sur des symptômes supposés qui étaient assez limités, hein, qui ont été relevés en végétation à partir du mois d'août dans certaines parcelles, principalement des parcelles précoces. Voilà, donc c'était une maladie qui était au final peu présente cette saison. On a eu des stress quand même, hein. Alors c'était pas des grosses chaleurs, mais on a eu des stress parce qu'on a eu des à-coups de température et beaucoup de pluie, mais c'était pas une maladie qu'on a vue avec un impact important en tout cas cette année. Par contre, le mildiou, et on va en parler tout au long du webinaire, on l'a quand même beaucoup rencontré, même si au début on avait quand même un faible inoculum primaire, hein, donc comme je vous l'ai dit, dû à des 3 dernières campagnes très sèches et des températures très froides avec des gelées importantes au mois d'avril. Donc on a eu une évolution assez faible au début de la campagne. Par contre, on a commencé à avoir des premiers symptômes sur tas de déchets début juin. Donc là, c'était vraiment quelques symptômes qui se sont généralisés sur tas de déchets à partir de la deuxième quinzaine de juin, et on a eu des premiers symptômes en parcelle aux alentours du 15 juin. Alors ça dépend des secteurs, hein. Moi je sais que là, à Charles-Marché, on a vu dès le 10 juin, on avait du mildiou en parcelle, donc c'était plutôt des petits foyers, des petites sorties de tâches. Mais on a eu une généralisation à pas mal de parcelles dans tous les bassins de production à partir de la première quinzaine de juillet, hein, donc fin juin, début juillet, on va le voir sur les graphiques. On a eu une pression qui s'est accentuée de manière très importante puisqu'on a eu quand même des conditions humides et comme on avait des sorties de tâches, il y avait un environnement qui commençait à être contaminé. Donc on n'a pas eu d'accalmie en Hauts-de-France parce qu'on a quand même eu des précipitations assez régulières. Mais par contre, ça a été un petit peu plus calme au mois d'août pour la région Centre et Champagne. Et Champagne, on le verra, le mildiou est arrivé quand même un petit peu plus tard parce qu'on a eu une période un petit peu plus sèche en début de campagne. Voilà, après la fin de cycle, là encore, on a eu des conditions qui sont revenues, des conditions favorables au mois de septembre, au mois d'octobre, surtout au mois de septembre. Donc il fallait quand même rester très vigilant au niveau de la protection pour ne pas avoir de descente de spores vers les tubercules. Donc je vais vous présenter rapidement, donc ça pour la plupart vous devez connaître, c'est le risque mildiou, le positionnement de l'année 2021. Donc là, on travaille sur la somme des poids de contamination. Donc les poids de contamination, c'est l'indice qui nous permet de déclencher dans le modèle Mileos. Donc ce sont des données issues de l'outil Mileos. Et on est basé là sur la station de Villers-Saint-Christophe. Donc ce qui est important de voir ici, c'est l'année 2021, donc on vous a mis en pointillé. Et ça donne vraiment une bonne photo. Donc là, vous avez le déroulé de la campagne, et donc vous avez les débuts de contamination, et après, vous avez la pression maladie qui monte et qui monte. Donc là, on est sur le secteur de Villers-Saint-Christophe. Si on compare à notre année 2016, donc par rapport à la question que j'avais pu vous poser, on voit au final qu'on a une pression qui est plutôt sensiblement, on peut dire un petit peu plus forte, mais qui a commencé plus tard. Donc là, on voit qu'ici, en 2016, dès début juin, on avait des déclenchements et une pression qui montait rapidement, alors que là, dû à cet inoculum primaire assez faible et aux conditions un peu plus sèches, on a eu quand même un début de l'épidémie qui n'est parti qu'à partir du 15 juin, comme je vous le disais. Par contre, sur le secteur Villers-Saint-Christophe, on n'a pas eu d'accalmie. Voilà, ça a continué à monter et on était sur une année à forte pression sur le secteur Villers-Saint-Christophe. Même chose cette fois à Ouzor-le-Marché, hein, donc là on est en 41, on est en région centre. Donc là, si on compare à l'année 2016, au final, on se retrouve sur une pression plus faible. Donc là, nous avons l'année 2021 et là, nous avons la campagne 2016. Donc on a une pression qui est plutôt moyenne sur le secteur d'Ouzor. Alors ça ne nous a pas empêché, bien entendu, d'avoir du mildiou en parcelle dans ces secteurs-là. Mais en tout cas, la pression était moins forte qu'à Villers-Saint-Christophe.
Pareil, si on reprend à Boigneville, hein, donc là, on est limite Île-de-France, région, Île-de-France et centre. Vous avez ici la courbe 2021, qui est quand même bien plus faible que celle de 2016. Voilà, mais quand même, on a eu de la pression et on a eu du mildiou dans le secteur de Boigneville et dans nos essais. Rapidement, je vous passe les graphiques de sortie Midéos. Donc là, ce qui est important, c'est de voir ici les poids de contamination. Donc toujours le même indice qui nous permet de déclencher. Donc pour faire simple, ici, vous avez un seuil de sensibilité variétale qui est de 2. Donc pour les variétés sensibles, donc dès que le poids de contamination dépasse ce seuil de 2, on a un déclenchement et un positionnement de traitement qui est demandé. Donc on voit qu'ici, sur la station d'Auchy-les-Mines dans le 62, il fallait protéger ici dès début juin si on avait des levées qui étaient effectives, et après on a eu une toute petite accalmie, et après on s'est retrouvé sur des déclenchements au final nourris pendant toute la campagne. Donc c'était difficile de réduire l'utilisation des fongicides. Bon, je passe rapidement sur Villers-Saint-Christophe. On est sur la même cinétique, mais on voit bien la pression forte. C'était difficile, on n'a pas eu d'accalmie, on a eu quelques jours de décalage, mais une pression forte sur les secteurs de Villers-Saint-Christophe. Quand on part en Normandie avec les stations de la RPT, on voit pareil la même cinétique, hein, avec une pression forte qui arrive à partir de la mi-juin. Donc sur Alibaudière, dans l'Aube, comme je vous l'ai dit, on va le voir, l'Aube et la Marne, ici, on avait quand même un mois de juin au final où il a fait assez sec. Donc on a une pression qui a commencé plutôt début juillet. Hein. Pour ceux qui se souviennent, ici, quand on était au Cultural, on était vraiment sur des conditions très sèches et chaudes. Donc on a eu une moindre pression sur la partie Champagne. Donc voilà ici le graphique pour la Marne. Et après, on retourne sur Ouzouar-le-Marché. Donc on est en région centre, on a une pression, comme on l'a vu, qui est moins forte. Voilà, donc je passe rapidement puisqu'on a déjà vu ça sur les graphiques. Et je vais passer la main à Fadi sur la partie lutte contre le mildiou avec levier variétal et protection by IFT. Bonjour à tous. Du coup, je vais vous présenter rapidement un des essais qu'on a mis en place cette année et qu'on met en place chaque année sur la plateforme d'Hauteville dans le 45. Et cette fois-ci, on a essayé de faire une protection by IFT. Donc, je vous présente rapidement le protocole, si ça veut bien passer. Voilà. Donc, le dispositif était composé de 42 variétés qui ont des notes de sensibilité au milieu du feuillage entre 4 et 9. Donc, les notes de sensibilité au milieu du feuillage sont celles publiées sur le catalogue variétal français pommes de terre. Et donc, on avait deux conditions, une condition non traitée, où les variétés sont répétées 2 fois, et une condition traitée, où la condition était traitée au phosphonate, puis par la suite à seulement 1/3 de la dose de fongicide classique. Et donc, pour les résultats, tout d'abord, le graphique, là vous voyez le pourcentage de feuillage détruit pour la condition non traitée pour les 42 variétés. On a pu isoler 4 groupes au sein de ce résultat, 4 groupes de réponse à la pression mildiou. Le graphique de l'évolution du milieu du feuillage en conditions traitées, donc ça c'est pour information, et on va revenir plus particulièrement sur chacun des groupes précédemment montrés. Donc tout d'abord, le groupe 1, composé de variétés de note 3-4 maximum. La protection, comme vous pouvez le voir, donc on la voit sur les courbes qui sont en pointillé. La protection réduite permet de décaler en moyenne de 2-3 jours l'atteinte de la destruction du feuillage à 50%. Pour le groupe 2, on est plutôt sur des variétés en moyenne qui sont autour de 5 en termes de notes de sensibilité au milieu du feuillage. Et là, hormis 2 variétés comme Innovator ou Challenger, on est en moyenne sur une amélioration, un décalage de 7 jours de gagner grâce à la protection by IFT. Pour le groupe 3, ça permet d'éviter complètement d'atteindre le seuil de 50% de destruction du feuillage. Et on atteint par contre le seuil de destruction de 20% ou de 10% au bout de 8-10 jours. Et enfin, le groupe 4,
on est sur des variétés qui sont entre 7 et 9 en termes de notes au milieu du feuillage. Et là, on arrive quasiment à les protéger complètement de l'atteinte de la destruction du feuillage pour 50% pour les variétés à 7 et 9. Et 14 variétés n'ont pas eu du tout de symptômes tout le long de l'essai. Du coup, l'essai, on l'a arrêté au 12 août. Et en conclusion, on peut voir qu'il y a eu un fort impact du levier variétal. La protection réduite permet donc pour les variétés de note 3-4 d'avoir peu d'effets ou en tout cas un décalage de 2-3 jours. Pour des variétés de note en moyenne 5, de décaler en moyenne de 7 jours la destruction du feuillage à 50%. Pour des variétés de note 6, d'éviter d'aller jusqu'à 50% et de retarder la destruction de 20% de 8-10 jours en moyenne. Et pour les variétés de note entre 7 et 9, de les protéger complètement jusqu'au 12 août. Et je vous ai mis la liste en bas des variétés non impactées du tout par le mildiou. Là, on manque de temps, mais normalement, en janvier, on devrait vous faire une présentation un peu plus complète sur la génétique pour permettre pour le levier variétal et la lutte contre le mildiou. Donc, je vais passer la main à mon collègue. Denis. Alors, voilà. Parfait. Bonjour à tous. Donc, normalement, là, j'ai la main. Voilà. Donc, pour enchaîner par rapport à ce que vient de vous dire Fadi, donc, on va voir, maintenant vous êtes habitués, hein, ce sont des essais qu'on fait depuis plus de 3 ans, comment en combinant ce levier variétal avec d'autres leviers, on peut arriver à maintenir une protection optimale des parcelles et malgré tout réduire significativement ou pas les IFT. Voilà, donc toujours le même objectif de ces essais, hein. Je vais pouvoir passer un peu rapidement sur les protocoles puisqu'ils se ressemblent depuis plusieurs années. On avait eu 2018, 2019 et 2020 plutôt des années sèches, voire très sèches, donc des années peu favorables au mildiou. Cette année, c'est un petit peu différent, donc on va plutôt insister sur les résultats. Donc toujours les mêmes leviers, hein, combinaison de Mileos, de différents niveaux de sensibilité variétale. On ajoute sur certaines modalités le phosphonate comme produit de biocontrôle et on complète avec des doses réduites de fongicides. L'objectif étant que ces essais soient dans des conditions les plus naturelles possibles et les plus proches possibles des conditions agriculteurs. Donc, la plupart des traitements sont déclenchés par Mileos, mais on peut avoir aussi sur certains essais des traitements en conditions hebdomadaires comme référence. Donc, les deux variétés sont toujours les mêmes, hein, Binch, note 3 et Magnum assez peu sensible, note 6. Donc, l'utilisation on peut donner son nom maintenant qu'il est homologué, Pygmalion, donc comme phosphonate. Et puis sur 4 sites, donc Auchy-les-Mines, Villers-Saint-Christophe, donc à côté de Villers-Saint-Christophe sur Sancourt au Foix, et Boigneville. Donc là, je ne vous présenterai pas le site d'Auchy-les-Mines parce que je n'ai pas eu le temps de faire les analyses complètes et puis on manque de temps pour présenter tous les résultats. Mais les conclusions sont comparables. Au niveau des protocoles, donc je vais pouvoir passer rapidement sur la variété Binch. Vous voyez, c'est toujours la même logique. Des parcelles à 100% de dose, en fonction du risque ou pas, hebdomadaire ou géré par Mileos selon les modalités, et puis des réductions de dose modérées, puisqu'on est à 60% de dose au minimum, dans des conditions de pression moindre. Voilà, donc on est assez proche du protocole de l'année dernière et des années passées. Sur Magnum, on retrouve la même logique, sauf que là, notre dose pivot, c'est plutôt du 60% de dose, que l'on se permet de réduire en faible risque à 30%. Et on avait, sur certains essais, des références hebdomadaires. Voilà, à 100%. Pour valider le 60% dans des essais.
Et puis alors, on a rajouté cette année plusieurs modalités en fin d'essai, donc des modalités sur Villers-Saint-Christophe et Boigneville, où on est à IFT 0, où on se permettait de mettre 3 Pygmalions à 4 litres hectare sur Magnum. On était sur la logique des années passées qui était à faible risque, donc on se disait que 3 fois 4 litres de Pygmalion allait suffire. On va voir les résultats. Et puis sur Boigneville, comme on est sur un site avec de la brumisation, on a rajouté des modalités qui sont gérées non pas par Miléos, parce que sous brumisation, ça n'a aucun sens, mais en se basant sur la destruction de la variété Binge qui était juste à côté. Voilà. Alors, au niveau des conditions de réalisation des différents essais, donc je vous passe les détails. Des conditions très favorables au mildiou, en particulier à partir de fin juin et jusqu'au mois d'août. Humidité, chaleur sans excès, vent modéré. Sur Boigneville, donc un essai qui a été contaminé avec 3 clones, 13, 36 et 37, originaires du laboratoire d'Achicourt, et avec de la brumisation en début d'essai, parce que on ne savait pas qu'après ça allait tourner comme ça a tourné. Donc pour maintenir la contamination qui a été faite le 10 juin, il a fallu un peu de brumisation au départ. Par contre, donc sur les autres sites, Villers-Saint-Christophe et au Fouas-Sancourt, pas de contamination, donc en totalement naturel. Un tout petit peu de brumisation à Villers-Saint-Christophe entre fin juin et début juillet, mais sans impact réel sur l'épidémie. Donc ça, je vais passer très vite. Donc le profil épidémique en conditions naturelles de Boigneville. Avec la brumisation, donc on voit qu'on n'a plus cette coupure de mi-juin, fin juin, voilà. Et donc on a une épidémie très violente et continue du 15 juin au 6 juillet sans interruption. Donc des conditions extrêmes, donc un essai qui va durer moins d'1 mois, très très rapide. Sur Villers-Saint-Christophe, donc là c'est ce qui vous a été présenté tout à l'heure, donc on est sur une campagne jusqu'à fin septembre à 11 traitements, et quand on regarde dans le détail, donc on s'aperçoit que c'est à partir de mi-juin, fin juin, que ça a commencé à s'intensifier, avec quelques jours de répit début juillet, mais sans réel impact sur l'épidémie. Et puis par contre, mi-juillet et dans le courant du mois de juillet, fin juillet et au mois d'août, pour la variété Magnum, on voit que les jours de risque se sont succédés sans trop d'interruptions. Et quand on a dû mettre un petit peu de brumisation, donc sur mi-juillet, pour pallier un petit peu les jours les plus secs, les traitements Miléos s'étaient déclenchés comme s'il y avait de l'irrigation. Voilà. Et puis à Sancourt, au foie, donc là c'était beaucoup plus naturel, donc on est sur un planning qui correspond à ce que donne Miléos, c'est-à-dire énormément de jours de risque et 11 traitements préconisés. Voilà, donc très très peu d'interruptions avant fin juillet, depuis mi-juin. Voilà. Au niveau des résultats maintenant, sur lesquels on va passer un peu plus de temps, donc Boigneville, donc là uniquement des modalités en traitement hebdomadaire, parce qu'on est sur de la brumisation. Donc je vous l'ai dit, un essai très très bref, qui a commencé en gros fin juin et qui s'est terminé mi-juillet. 5 semaines, donc ça fait 5 traitements, donc c'est pour ça qu'on a un IFT global de 5 seulement. Et puis sur la modalité B2, donc on est à pleine dose, donc on ne réduit pas l'IFT, et sur la modalité 4, on est à dose 60%, donc on économise 40% d'IFT dans ces conditions très violentes. Voilà. Au niveau des résultats, bon, c'est ce que l'on attendait, dans des conditions aussi difficiles, avec un essai aussi violent, la réduction de dose n'est pas possible, même si elle obtient quand même environ 50% d'efficacité, une bonne quarantaine de % d'efficacité. Elle est significativement moins bonne que la pleine dose. C'est tout à fait cohérent avec ce que l'on disait les autres années où on avait une dose réduite qui était équivalente à la pleine dose dans la plupart des cas.
mais on avait une AU-DPC relative du témoin qui était à 0,28 en 2020 et qui est aujourd'hui à 0,71. Enfin, cette année à 0,71, c'est-à-dire un essai 2 à 3 fois plus violent que l'année passée. Et donc, dans ces conditions-là, effectivement, toute baisse de dose sur variété sensible se paye très cher. Voilà, c'est cohérent avec ce que vous a montré Fadi tout à l'heure sur variété sensible. Avec un faible IFT, on ne fait pas énormément de choses. Bon, avec 3 IFT sur 5, on arrive à faire quand même 42% d'efficacité, ce qui n'est pas si mal. 47, je ne sais pas, il faut que je mette mes lunettes. 42, oui, c'est ça. Voilà, sur Binge à Boigneville. Sur Binge, on va rester sur la variété sensible pour avoir un déroulement à peu près cohérent. Sur variété sensible, donc à Villers-Saint-Christophe, donc là, on n'est pas du tout sur la même durée d'essai, donc on est sur un IFT de référence de 13. L'essai a été beaucoup moins explosif, en tout cas au début, ne serait-ce que parce qu'il n'a pas été contaminé, donc il a fallu le temps que l'inoculum naturel monte en puissance. Et puis sur toutes les autres modalités, on a un IFT de 9. Alors les 9 les 4 traitements d'économie sont des traitements début d'essai, c'est-à-dire entre la date de levée du mois de mai, de 18 mai, et le premier traitement du 21 juin. En dehors de ça, aucune économie n'était possible, ni en nombre de traitements, ni en dose. Voilà. Résultat, donc comme on a des modalités qui se ressemblent toutes, on a là aussi, comme à Boigneville, une AU-DPC relative du témoin qui est passé de 0,22 en 2020 à 0,7 cette année, donc 3,5, 3 à 3,5 fois plus violent que l'an dernier. Voilà. On constate qu'on a une bonne efficacité de tous les programmes. Qu'ils soient hebdomadaires, Miléos et pourquoi tous à peu près au même niveau à la variabilité près, parce qu'ils ont tous eu le même nombre d'IFT, les mêmes doses et les mêmes dates de traitement. Donc c'est logique. Voilà, donc on voit quand même qu'en début de campagne, on pouvait faire des économies. Après, c'était beaucoup plus compliqué, mais on arrive à maintenir une bonne efficacité de ces programmes. Sur le dernier site, donc là un essai beaucoup plus réduit, on voit que, pareil, il y a un 13 traitements d'IFT de référence depuis le 20 mai, la date de levée était juste un tout petit peu décalée par rapport à Villers-Saint-Christophe. On économise les 4 premiers traitements comme à Villers-Saint-Christophe et après on ne peut plus faire d'économie parce que la pression est trop forte. Le résultat, il est à peu près comparable à celui de Villers-Saint-Christophe. Donc là, on a même une AU-DPC relative du témoin de 0,79. Donc on est sur un témoin qui se détruit encore un peu plus vite qu'à Villers-Saint-Christophe. L'épidémie est arrivée d'abord à son cours au foie. Ensuite, on retrouve les mêmes conclusions que tout à l'heure, même IFT, même date de traitement, donc même efficacité pour toutes les modalités, et on voit que aucune réduction de dose n'était possible et aucune économie de traitement après le 21 juin, donc à partir de fin juin, c'était plus possible. Par contre, on a pu en enlever 4 sur 3 modalités sur 4. Voilà pour Binge. Donc, contrairement à ce qu'on avait vu les années passées où on se disait que 60% de dose dans des conditions à faible pression, ça passait à tous les coups, on trouvait ça tous les ans. On se demandait si en année forte, on allait pouvoir voir des choses. Bon, maintenant, on sait que ça ne passe pas. Et donc, on attend maintenant une année avec des pressions un peu plus variables pour voir à quel moment il faut basculer entre les doses, parce que là, on a des années soit toujours à faible dose, soit toujours à forte dose. Donc, c'est pas très varié tout ça. Sur Magnum, donc là, on va valoriser en plus la résistance variétale, hein, le levier variétal, on active le levier variétal.
Donc sur Boigneville, donc là on n'est plus à 5 d'IFT mais à 9 pour simple et bonne raison, c'est que comme la variété est résistante, l'essai a duré plus longtemps. Voilà, et donc on a pu aller jusqu'à début août, fin juillet, début août, et donc ça rajoute des IFT. Au niveau des IFT dans les traités, donc on est tout entre 3 et 5. Alors le 3, c'est la fameuse modalité 10 dont je vous ai parlé tout à l'heure avec 3 biocontrôles. Donc on est à un IFT 0 parce que le biocontrôle est compté à part dans les IFT. Et puis tous les autres sont sur des 5 traitements. Sachant que dans les 5 traitements, on passe quand même de 5 IFT à 1,5 pour une modalité, donc sur laquelle on a beaucoup plus réduit les doses. Sur les 2 dernières, donc la 15 et la 37, on est des IFT de 2, 2,5, qui ont été complétés dans la plupart des cas avec du Pygmalion, du phosphonate. Voilà. Donc on a quand même des réductions très significatives d'IFT, principalement en début d'essai, parce qu'en début d'essai, l'inoculum était absent, et donc on a pu gagner en début d'essai, et puis on a une modalité record avec un IFT 0. Au niveau des résultats, donc on est là aussi sur un essai très violent. Une AUDPC de 0,54 en Magnum, c'est quand même très fort déjà. L'an dernier, elle était à 0,1 de mémoire. Donc on est sur une épidémie beaucoup plus violente que l'an dernier, mais une attaque beaucoup plus tardive que Binge, ce qui fait que la Binge était à 0,71. Magnum est à 0,54. Donc on voit tout de suite l'effet du levier variétal. Excuse-moi Denis, on a juste une question sur l'AUDPC. l'AUDPC, oui, alors merci. Exact, merci François, je n'ai pas reprécisé parce que c'est vrai que j'utilise ça depuis très longtemps. L'AUDPC par exemple du témoin qui est là, c'est toute la surface qui est sous cette courbe, c'est l'air sous la courbe de progression de la maladie. Voilà, c'est le terme anglais que je traduis, là, R sous la courbe de progression de la maladie. Donc on calcule pour chaque courbe cet R, donc on voit que l'air qui est sous le témoin est beaucoup plus importante que sous cette courbe orange, qui est la meilleure, qui est celle-ci. Voilà, et donc on a une R qui est réduite de 3 fois à peu près, puisque là on est à 0,7, 0,54 et là on est à 0,15 à peu près, 3-4 fois moins. Voilà. Donc là l'AUDPC c'est l'air sous la courbe. Voilà, qui permet d'avoir une vision globale, mais je mets à côté l'évolution des courbes, ça vous permet d'avoir une idée en même temps les progressions de la maladie dans les différentes parcelles, la UDPC faisant la synthèse de toutes les notations en un chiffre. Donc c'est plus pratique pour analyser les résultats et les comparer entre sites et entre années, puisque c'est du relatif que l'on fait. Voilà. Donc, la dose à 60% est insuffisante, puisqu'on voit que là, la 60% en hebdomadaire décroche par rapport à la 100% en hebdomadaire. Puisqu'on est à Boigneville, on est en hebdomadaire. La dose, par contre, la modalité 15, qui était la dose à 60%, mais pour laquelle on a ajouté de phosphonate de temps en temps, on voit qu'on retombe à 100%, sans trop de difficultés, et même un tout petit peu mieux, mais c'est non significatif. Voilà. Et puis la dose à 30% décroche encore plus. Elle est à peu près équivalente, et là c'était une grosse surprise vu la pression de maladie qu'on a eue, elle est à peu près équivalente, les 30% de fongicides sont à peu près équivalents à le programme IFT0 avec 3 traitements Pygmalion uniquement. Donc aucun fongicide appliqué, uniquement ce produit de biocontrôle, et 3 fois puisqu'il a dans son homologation une restriction à 3 traitements. Voilà. Donc on voit très nettement l'apport de la résistance variétale. La différence entre ces 2 dernières modalités qui étaient traitées par rapport à des déclenchements par rapport à Binge, sur celle où on a déclenché encore un peu plus tard, on voit que c'était déjà trop tard. Voilà. C'est-à-dire la dernière, là on voit qu'il décroche par rapport à celle-ci. Il y a juste quelques jours de décalage, mais avec une violence d'épidémie comme celle-là, ce n'était pas possible de décaler de quelques jours.
Voilà. Ensuite, sur Villers-Saint-Christophe, donc on retrouve toutes les modalités du protocole avec pratiquement tout le même nombre de traitements, excepté la fameuse modalité 3 Pygmalion, voilà, qui ont été faits là, le 2 juillet, le 23 juillet et le 3 août. C'est-à-dire qu'au mois d'août, il n'y a pas eu de renouvellement sur variété Magnum sur cette modalité 10. Donc on verra les conséquences. Voilà. Et par contre, on voit que toutes les autres sont à 10 en traitement, mais par contre, on a quand même des variations très spectaculaires d'IFT, puisqu'on passe de 10 à 3 en fonction des doses appliquées, avec une grande partie des modalités entre 5,7 et 6. Voilà. Donc on avait la possibilité d'économiser principalement en début de campagne. Résultat des courses, encore une fois, donc on gagne par rapport à Binche, hein, un peu moins qu'à Boigneville parce que l'essai a été plus long, donc on rajoute de la surface sous la courbe quand on fait durer l'essai. On a une AUDPC, donc une aire sous la courbe de 0,62 au lieu de 0,7 en Binche. Voilà, donc un témoin qui a été très attaqué, mais plus tard que Binche. Une très bonne efficacité de tous les programmes à 100% ou 60% de dose. Voilà, donc c'est tous ces programmes qui sont en bas, là, qui ne sont pas tous totalement équivalents, mais tous dans le même groupe statistique. Et 2 programmes se distinguent en étant moins bons. Donc le programme 30% de dose, voilà, qui décroche. Pas franchement non plus, hein, on est quand même à une efficacité de plus de 80%. Et puis le programme avec 3 traitements Pygmalion qui lui décroche assez nettement par rapport à la dose 30%. Mais on voit qu'il décroche, alors les dates sont peut-être pas facilement lisibles, mais il décroche principalement à partir de 10-15 août, c'est-à-dire à partir du moment où il n'avait plus aucune protection, puisque le dernier Pygmalion, je vous rappelle, a été fait le 3 août. Voilà. Donc il aurait fallu enchaîner avec un 30% de dose de fongicide, et je pense qu'avec un IFT de 1, on aurait de 1 ou voire même de 0,6, on aurait pu faire un bien meilleur travail. Donc c'était une modalité prospective, on va dire, mais qui nous donne des idées de protocole pour l'avenir. Et puis l'apport de la tolérance variétale est quand même très très net, hein, quand vous voyez beaucoup de courbes entre 5 et 10% à la fin de l'essai, il n'y a pas ça sur Binge, clairement. Sur 100 cours au foie maintenant, donc un essai beaucoup plus petit, donc 4 modalités traitées, donc 10 IFT par rapport aux références à 13, 10 traitements, pardon, IFT 5-7 à 10. Voilà, donc on a quand même des réductions, principalement au début d'essai, hein, comme sur Villers-Saint-Christophe. Alors là, on retrouve les chiffres à peu près comme à Boigneville, 0,58 au lieu de 0,79 en Binche, donc un apport de la résistance variétale très significatif. Une bonne efficacité de tous les traitements, de toutes les modalités, donc 100% de dose, 60%, sachant que dans toutes les modalités où il y avait une modulation de dose possible, un seul traitement mi-juin a été fait avec 30% de dose. Derrière, on a maintenu les 60% de dose qui sont la dose de référence sur Magnum. Résultat, donc, un essai qui avait une certaine variabilité. C'est l'inconvénient des conditions totalement naturelles en plaine comme ça, c'est que l'essai a été contaminé par un côté. Et donc, ça donne de la variabilité. Et donc là, on est à 5,7 l'IFT de mémoire, voilà. Là, on est à 5,7, là, on est à 10. Là, on est à 5,7, là, on est à 10. Bon, il n'y a pas de tendance qui se dégage, donc globalement, en dehors de la variabilité de l'essai, on peut dire que toutes les 60% de dose étaient suffisants sur Magnum dans ces conditions-là. Pour conclure, maintenant, très vite, donc une pression très violente contrairement aux années passées, mais là, très violente et continue, donc on n'a toujours pas d'année avec des pressions qui peuvent varier entre les différents moments de la campagne. Bon. Des comportements variétaux extrêmement cohérents, des gains limités d'IFT sur variétés sensibles,
uniquement en début de campagne, hein, mais on pouvait quand même gagner 20-30% d'IFT en conservant l'efficacité. Des gains d'IFT beaucoup plus significatifs sur variétés moyennes, comme peut l'être Magnum, assez peu sensible. On peut même, pour conserver l'IFT, on pouvait aller jusqu'à 60% de réduction de dose, voilà, de réduction d'IFT, pardon. Et puis, le biocontrôle donc, permet la sécurisation, on l'a vu principalement sur Boigneville, des réductions de dose sur variétés sensibles, mais aussi en pression extrême, hein, c'est nécessaire, mais pas sur les autres sites. Et sur variétés assez peu sensibles, on a vu que, en particulier les 7,5 Saint-Christophe est très intéressant, où les 3 Pygmalions du mois de juillet avaient pratiquement protégé très efficacement une variété comme Magnum. Voilà, donc ça donne des idées, même si ce n'est pas une pratique à répandre évidemment, ça donne des idées pour des modalités à poursuivre dans ce type d'essai. Donc, la tolérance variétale donc, a un apport déterminant, et ça on ne le redira jamais assez, épidémie retardée, évolution moins rapide, faible ajustement de dose possible, et je dirais même quand il y a du mildiou, gestion plus sereine d'un foyer de mildiou. Voilà, donc il y a vraiment énormément d'avantages à activer le levé variétal, qui doit constituer dans le futur le pilier de la protection intégrée contre le mildiou de la pomme de terre. Et pour terminer, donc, je vous dis que nous allons reprendre et intensifier les travaux sur l'inoculum primaire pour intégrer ça dans Milios et sur la prise en compte de la résistance variétale, en particulier sur les variétés très résistantes, comme l'a montré Fadi, 14 variétés sans mildiou dans l'essai. Ces variétés-là, on ne les prendrait pas assez bien en compte dans Milios, donc on va travailler là-dessus avec les équipes d'INRAE. Et voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Merci Denis. Je passe la parole à Guillaume. Bonjour à tous. Attendez, je récupère le contrôle. Voilà, ça y est. Oui, bonjour à tous. Voilà, une petite actualité biocontrôle. Je vous ai mis ici la carte d'identité d'un produit qui vient d'être homologué. Bon, Denis en a parlé. Le Pygmalion, voilà, distribué par 200 Gauss. La synthèse un petit peu de cette carte d'identité, c'est que c'est un produit qui pourra être appliqué à 3 applications par campagne, et donc principalement sur le début de cycle de la pomme de terre, puisqu'on peut voir en dessous ici la petite phrase SP8 qui interdit son utilisation en période de floraison de la pomme de terre, même si c'est toujours un petit peu compliqué cette floraison de la pomme de terre, parce que toutes les variétés ne fleurissent pas, mais bon voilà, grosso modo une utilisation plutôt début de cycle. Quelques rappels très brefs, parce que c'est des choses qu'on voit encore malheureusement trop souvent dans les campagnes. Je le redis depuis un paquet d'années maintenant, l'utilisation du proxanil solo est à proscrire. Et le simoxanil, donc pour éviter notamment d'être obligé de faire des dérogations, alors c'est peut-être pas complètement la seule raison de cette année, mais d'être obligé de demander des dérogations du nombre de passages de simoxanil, de bien utiliser cette molécule que pour des retards de traitement ou en situation de mildiou curatif et non pas en situation préventive. Voilà, je vais vous présenter un premier essai où on appelle voilà, traitement de l'eau. Donc en fait, c'est l'eau de bouillie qui a été traitée avec un système écomodule. Je vous ai remis ici les actions qui sont vous pourrez voir sur le site du constructeur. Donc ce dispositif permet de filtrer, déminéraliser, d'adapter le pH, la température et d'augmenter la conductivité de l'eau. Donc nous, on sait que voilà, il y a ce type de système qui est vendu dans les campagnes. On a voulu voir un petit peu son efficacité. Donc un essai à Villers-Saint-Christophe.
Comme Denis tout à l'heure, je vous présente les résultats en AUDPC relatives. Les chiffres que vous pourrez voir au-dessus des petits bâtonnets, ce sont des pourcentages d'efficacité par rapport aux témoins non traités. Vous pouvez voir ici le programme, donc les produits qui ont été appliqués durant la campagne à une cadence de 7 jours. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, les bâtonnets rouges d'AUDPC, vous pouvez voir donc il s'agit des produits appliqués avec de l'eau du réseau. Voilà, donc vous pouvez voir les pourcentages d'efficacité, les produits donc à pleine dose, à demi-dose et à quart de dose. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que grosso modo, les 3 bâtonnets suivants en bleu, il s'agit des résultats d'AUDPC d'efficacité avec l'eau traitée écomodule. Donc, quand on compare les bâtonnets 2 à 2, là, le premier bâtonnet avec le 4e bâtonnet, on peut voir, voilà, enfin, puis pour tous, hein, que les efficacités sont identiques. Donc, en conclusion, dans les conditions de cet essai, on n'observe aucun gain d'efficacité par le traitement de l'eau avec ce système écomodule. Ensuite, j'ai voulu aussi un petit peu vous présenter, réargumenter un petit peu par rapport au discours Fluazinam qu'on peut avoir depuis plusieurs années. Je vous ai remis ici un essai de Boigneville en 2019 sur des applications végétation stabilisée, les courbes d'évolution du mildiou, où on peut voir la courbe rouge du Fluazinam solo, la courbe du dessous, une solution qui contient 2 molécules, dont une est du Fluazinam, donc le Vendetta, la courbe d'évolution en dessous du Banjo Forte, et ensuite la courbe violette tout en bas, celle d'un Raman Top tous les 7 jours, et celle qui est juste au-dessus, donc qui n'est pas, enfin, qui est au niveau significatif, qui est équivalente au Raman, une alternance de Vendetta et de Raman Top. Un graphique donc là qui vous présente un essai de Villers-Saint-Christophe, cette campagne 2021, toujours sur des applications végétation stabilisée, et qui confirme un petit peu ce qu'on vient de voir aussi juste avant. Vous avez la courbe violette, une alternance Raman Top et Fluazinam solo. Et juste en dessous, une alternance Raman Top et Vendetta. Et la courbe rouge, un Raman Top solo tous les 7 jours. Voilà. Donc, pour en conclure qu'effectivement, le discours ne change pas sur le Fluazinam, hein, c'est de bien ne pas appliquer de produit qui contient que du Fluazinam, mais préférer les solutions qui contiennent au moins 2 molécules, hein, donc les produits Banjo Forte, Vendetta, alterner obligatoirement avec d'autres solutions sans Fluazinam, et bien sûr, des solutions à réserver pour la fin de cycle. Donc, un premier graphique donc, par rapport voilà, aux utilisations du Zorvec et NiCad. Donc, un premier graphique de résultats d'essai de Villers-Saint-Christophe en 2021, où l'idée... voilà, donc l'idée c'était de voir un petit peu le Zorvec si on l'appliquait en bloc de 3, breaké, pas breaké, en bloc de 2, breaké, pas breaké. Voilà, donc ici par rapport à, on va dire, un programme de référence. Ce qu'on peut voir ici dans les 7 Villers-Saint-Christophe, c'est que aussi bien des programmes à 3 Zorvec alternés ou pas, ou des programmes à 2 Zorvec alternés ou pas, on voit ici que le niveau d'efficacité n'est pas statistiquement différent. Donc dans cet essai, voilà, il n'y a pas d'avantage à en appliquer plus 2 que 3. Voilà. Donc sur les 7 Boigneville, donc là c'est un petit peu différent. Alors je vous ai mis il y a la représentation graphique à UDPC juste derrière ce graphique, mais j'ai quand même voulu mettre les courbes d'évolution du mildiou parce qu'il y a une information importante.
Donc, on peut voir ici, voilà, un programme de référence, hein, la courbe que je vous montre avec ma souris en marron. La courbe rouge, donc, c'est un Revus tous les 7 jours. Et ensuite, c'est 2 courbes Zorvec. Donc, c'est dans cet essai un bloc, enfin, 2 applications de Zorvec alternées ou non. Et on voit ici la courbe tout en bas violette. Donc là, il s'agit de 2 Zorvec à la suite à 10 jours avec un Revus. On revient sur le dernier traitement à 10 jours avec un Revus. Et la courbe bleue ici, 2 applications de Zorvec, mais alternées, où on a pu voilà, mettre entre les deux une application de Revus. Et donc les Zorvec à 10 jours, hein, bien sûr. Tout ça, c'est juste pour étayer le discours que dans des situations à forte pression, croissance importante, on a toujours dit que le Zorvec, c'était du 8 jours, du 5 plus 3. Et ben là, on le voit très bien. C'est que tout bêtement, d'alterner avec le Revus, d'avoir attendu 10 jours avant de réintervenir après le premier Zorvec, on voit tout de suite que la courbe bleue là, qui monte par rapport au bloc de 2, qui est la courbe violette. Voilà, vous avez la représentation, on a eu DPC ici qui fait la synthèse, hein, ce que Denis expliquait tout à l'heure, c'est la synthèse, mais on voit clairement que dans cette situation d'essai, c'est vraiment le bloc de 2 qui est la solution la plus efficace. Donc, en préconisation, conclusion par rapport aux Zorvec et NICAD, hein, on reprécise bien qu'il est irresponsable de le dépaquer. Le partenaire qui lui est associé est là vraiment pour le préserver d'une forte pression de sélection, puisqu'on sait qu'il peut y avoir un niveau des risques d'apparition de résistance assez importante avec ce type de solution. En forte croissance, forte pression, il faut renouveler l'application au bout de 8 jours, du 5 plus 3, alors qu'autrement, dans des situations, on peut compter sur du 10 jours dans des situations à milieu plus faible et une pousse moins importante. Le nombre d'applications sera adapté vraiment en fonction de la pression de l'année. On l'a bien vu dans l'essai de Villers, 3 applications n'ont rien apporté par rapport à du 2 applications. C'est vraiment en fait voilà, la pression de l'année qui déterminera le nombre d'applications, le nombre de passages de Zorvec à réaliser. C'est la même chose par rapport à l'utilisation en bloc ou en alternance, dépend vraiment des conditions de pression de la maladie. Et l'alternance doit vraiment systématiquement se faire avec les meilleures solutions du marché aujourd'hui, Revus ou Infinito. Donc pour étayer un petit peu, voilà, vous présenter un petit peu le Pygmalion, voici un premier graphique des résultats qu'on avait pu obtenir sur la campagne 2019. Où on montre ici que voilà, vous avez la courbe rouge qui est une application de Revus à demi-dose tout le long de la campagne, la courbe marron qui est un Revus à pleine dose appliqué tous les 7 jours, toute la campagne, et la courbe violette, un Revus à demi-dose plus 2 litres de Pygmalion. Donc on voit ici, alors effectivement un petit peu sur la fin, où on voit un petit écart entre les 2 solutions, mais on montre ici que appliquer une demi-dose de Revus plus du Pygmalion présente un niveau d'efficacité équivalent à la pleine dose de Revus. Toujours voilà, un graphique de 2019, là avec la solution Raman Top. Voilà, comme pour le Revus, on peut et on valide ici que l'application d'une demi-dose de Raman Top plus 2 litres de Pygmalion obtient un niveau d'efficacité équivalent à la pleine dose de Raman Top. Un graphique de 2021, alors mis ici, hein, voilà, où on a eu des PC parce que tout de suite beaucoup plus de produits, donc plus compliqué à présenter avec des courbes. L'idée ici, c'était de valider aussi l'information Pygmalion avec l'Infinito. Donc ce qu'on peut voir ici, donc vous avez du Revus pleine dose appliqué tous les 7 jours en comparaison d'un Infinito 1,6 litre aussi appliqué
tous les 7 jours, donc nos deux références. On voit ici que pour obtenir un niveau d'efficacité équivalent à la pleine dose d'Infinito, le ratio de dose à utiliser, donc c'est de l'Infinito 1 litre plus Pygmalion 2. Bon, par contre, on voit quand même, voilà, il y a quand même un écart d'efficacité dans cet essai entre Revus et Infinito. On voit que si on veut se rapprocher plus d'un niveau d'efficacité du Revus, ça serait plutôt un Infinito 1 litre 2 qu'il faudrait appliquer. Voilà. Bon, j'ai remis Zorvec ici, mais c'est pour revoir un petit peu le niveau d'efficacité du Zorvec dans l'essai. Et puis, les deux bâtonnets orange ici, pour vous montrer aussi quand même qu'on travaille d'autres solutions de biocontrôle et des produits biostimulants. Donc, pour vous montrer un petit peu le niveau d'efficacité qu'on a pu obtenir cette année avec de telles solutions. Et puis également les 3 premiers bâtonnets rouges, notre programme de référence avec notre IFT de 5. Le même programme de référence, mais avec baisse de dose et utilisation de Pygmalion et 846. On voit ici qu'on a permis de réduire de 2 l'IFT pour un niveau d'efficacité équivalent à notre programme de référence. Et on voit que à IFT équivalent, là, puisqu'on est sur un IFT de 3 également, là, c'est simplement le même programme à 60% de dose. On voit tout de suite que l'efficacité, voilà, à IFT équivalent, on n'obtient pas forcément la même efficacité. En résumé du Pygmalion, l'utilisation donc sur variété sensible, ce qu'on valide aujourd'hui, c'est une demi-dose de Raman Top plus du Pygmalion à 2 litres, une demi-dose de Revus plus Pygmalion 2 litres et un Infinito 1 litre plus Pygmalion 2 litres. Voilà, donc pour chaque association, on a bien validé ce que je disais juste avant, que le niveau d'efficacité est équivalent au produit conventionnel à pleine dose. Son utilisation solo pour le moment voilà, est testée sur variétés un petit peu plus tolérantes, mais pour l'instant, pas de préconisation, ce sont juste des pistes de travail. Graphique de 2021 sur variété Magnum assez peu sensible. Donc pour faire vite, vous voyez tous les bâtonnets, j'ai conservé le même code couleur que tout à l'heure, tous les bâtonnets orange, ce sont ici des solutions biostimulants et biocontrôle, d'autres solutions de biocontrôle et des biostimulants. Donc dans cette situation d'essai cette année, on voit voilà, aucun gain d'efficacité. Ensuite, l'idée, c'était de, pareil, encore une fois, de valider un petit peu la dose de Pygmalion sur variété assez peu sensible. Donc, on voit ici le niveau d'efficacité de la référence Infinito 1.6 et vous voyez un petit peu le niveau d'efficacité des différentes associations, différents ratios de dose, Infinito, plus Pygmalion, voire même Infinito aussi, la plus 846. Voilà, donc la même chose avec le Revus. Vous pouvez voir aussi voilà, notre référence Revus appliquée tous les 7 jours ici à pleine dose. Et derrière, les ratios de dose entre voilà, les Revus et Pygmalion. Et la même chose ici avec le Raman Top. Je vais venir directement aux conclusions. Donc, en conclusion, sur variété assez peu sensible, ce qu'on valide aujourd'hui avec Pygmalion, c'est qu'une utilisation de Raman Top à 0,2 plus Pygmalion 2 litres. On valide également une utilisation, une association Revus 0,2 plus Pygmalion et un Infinito 1 litre plus Pygmalion. Donc, on valide l'utilisation de ces 3 ratios de dose avec ces 3 produits différents sur variété assez peu sensible. Et je rappelle bien qu'à chaque fois, voilà, le niveau obtenu de ces associations est équivalent à la pleine dose de produits conventionnels.
Avec le 846, sur ces variétés assez peu sensibles, on valide voilà, l'utilisation d'une demi-dose de Revus plus 1% de 846. Voilà, je vous ai remis ici un petit peu, alors c'est pareil, hein, je vous la laisse, la diapositive, c'est beaucoup trop long aujourd'hui de détailler, puisqu'en pomme de terre, de nombreux programmes peuvent être réalisés, mais c'est nos préconisations depuis aussi la disparition du mancozeb. C'est une diapo qu'on avait commencé à vous présenter l'année dernière à la même époque, voilà. Donc, c'est nos préconisations, attention sur variétés sensibles, des différentes solutions qui peuvent être utilisées au cours d'une campagne de pommes de terre. Voilà. Merci Guillaume. Je passe très rapidement là, les personnes à contacter, donc tous les collègues qui sont intervenus aujourd'hui et puis les deux régionaux. Donc vous avez ici les coordonnées. N'hésitez pas à nous contacter. Écoutez, merci beaucoup et à bientôt.